Homme de théâtre, entrepreneur et un bon ami. Aujourd'hui, on est dans le garage de son père où il a réglé beaucoup de problèmes pour ses spectacles. On jase là avec Jimmy Doucette. Donc, salut, Jimmy Doucette, ça va bien? Salut, oui, ça va bien. Ouais. Oui. Aujourd'hui, on va faire un peu le bilan de ta vie, là, pas que ta carrière est terminée, au contraire, elle est en pleine effervescence, mais tu as beaucoup de bagages pour un jeune homme de, je dirais pas ton âge parce qu'on a le même. Commençons au début. Toi, Jimmy, tu es un petit gars de Mistassini, de la rue Bouchard. Ouais. Il était comment, Jimmy Doucette, l'enfant? C'était comment la vie familiale chez vous? Parce que tu es aussi le plus vieux, tu as deux frères plus jeunes. Là. Comment ça se passe? Ben moi, j'étais quand même assez gêné là, comparativement à ce que j'ai fait, mais j'avais vraiment tout le temps des projets. On organisait, mettons, on jouait à la guerre dans le cours ici, là, ben, il y avait tout le temps un côté mise en scène de ma part où ce que je décidais d'où est-ce que les méchants partent, où est-ce que les bons vont être installés. Tout était tout le temps un peu stagé. Quand on faisait un camp dans le bois, parce qu'on avait une forêt, là, elle n'existe plus, là, mais il y avait une forêt juste ici. Puis quand on faisait un camp dans le bois, là, il fallait toujours qu'il y ait des affaires un peu plus stagées. Personne ne comprenait à l'époque. C'était que tu organisais les amis, en fait. Oui, un peu. Puis même que, il y avait des parents qui disaient que je bossais peut-être un peu trop dans la rue. Mais c'est ça, c'était, tu sais, en fait, je ne pouvais pas le comprendre, mais c'était déjà dans moi de vouloir un peu trop organiser les affaires. Puis ça faisait que les jeux qu'on faisait, des fois, prenaient une tournure beaucoup plus intense. Puis l'apothéose de ça, c'est qu'un jour, j'ai organisé une maison d'horreur dans le sous-sol chez mes parents. Puis cette maison d'horreur-là, ça consistait à se promener dans les pièces du sous-sol, puis il fallait que tu choisisses ton aventure, OK? Mais les voisins venaient, ça leur coûtait, mettons, 10 cents, puis là, tu recevais ta fiche, puis là, ça te disait « Choisis les chambres que tu veux visiter ». Puis il y avait des chambres qui causaient ta mort, puis c'était vraiment une influence des livres dont vous êtes les héros, on s'entend? Et là, pour moi, ça, c'est le premier spectacle que j'ai fait parce que les gens payaient 10 cents quand même. Donc, il y avait une billetterie, le monde venait et vivait comme... Chaque pièce était théâtralisée parce que tous les voisins avaient reçu un peu leur tâche. Toi, t'es un vampire dans la chambre de débarras. Puis toi, t'es Frankenstein dans la chambre froide. Frankenstein se plaignait toujours parce que c'était pas cool d'être dans le froid. Mais c'est ça. Et ça, c'est comme... Et là, j'étais jeune quand même, là, tu sais. Puis c'était comme la première fois là, que vraiment, là, je créais un spectacle, mais à partir de jeux, parce que c'était des jeux qu'on faisait. On jouait à faire des pièces d'horreur dans la rue. Ouais. Il y avait du monde qui était vraiment forcé un peu parce que c'est pas des gens qui étaient portés à faire des affaires de même. Ben oui, c'était là, mais tu sais, moi, je savais même pas là, qu'on était en train de faire du théâtre. Là. Non, tu le réfléchissais pas. Non, c'était écoute. Ton instinct qui faisait ça. Écoute, vraiment, c'était comme... Je voyais les jeux d'une manière, puis je voulais les installer. Puis, toi, tu as eu la chance, très jeune, d'avoir accès à une caméra vidéo. Puis j'ai l'impression, parce que je te connais, que ça a un peu changé ta vie, parce que tu es une des rares personnes qui a filmé sa vie en entier. Oui, exactement. J'ai 87 cassettes vidéo numérisées jusqu'à maintenant. Là, ça va très bien. Puis là, je parle juste des grosses VHS parce que j'en ai plein des petites puis des affaires. Peu importe. Et oui, c'est ma cousine Marjolaine Doucette qui a eu une caméra vidéo très tôt dans la vie chez eux. Puis elle m'invitait les fins de semaine. Puis ça a commencé comme ça. Puis souvent, je l'invitais à venir chez nous avec sa caméra pour filmer des affaires que j'avais pensées. Puis là, des fois, c'était pas grand-chose. Je trouve, à ce temps que je réécoute ça, je dis, on dit, elle se déplaçait pour pas grand-chose. C'était pas des très gros scénarios, mais c'était quand même bien trippant. Puis elle,
en fait, au départ, elle m'a proposé de faire des vidéoclips. Quand j'étais en 5e année, 6e année, là, c'était beaucoup des vidéoclips. C'était le fun parce que quand j'écoute ça, je vois qu'on théâtralisait les vidéoclips. Là. Tout le monde se déguisait. Puis là, souvent, on faisait référence aux vraies vidéos qui existaient, qui étaient très compliquées à voir parce qu'à l'époque, c'était pas Much Music. Il n'y avait même pas Musique Plus. Fait qu'il fallait que tu aies enregistré ça à la Grande Nuit Vidéo ou quelque chose du genre. Sinon, tu ne pouvais pas le voir. Puis, on recopiait des vidéos, là. Billy, Don't You Lose My Number de Phil Collins. La vidéo, c'était comme plein de petits scénarios, puis on les a toutes faites. Quand tu l'écoutes, tu te dis « Wow, OK, on avait tout recréé. » Et après ça, on a commencé à faire les films en 6e année. Et là, les films, ça a tout changé. C'était beaucoup des films d'horreur, mais là, vraiment, ça demandait une écriture qui n'était pas très élaborée, là. Mais quand même, il fallait quand même voir où est-ce qu'on s'en allait. Et là, on a commencé à faire des films. Et là, on en a fait. Et à travers ça, bien là, à un moment donné, ma mère, elle m'a dit « Ah, OK, vous avez vraiment un intérêt pour ça. » Et là, ma mère a décidé d'acheter une caméra vidéo. Et là, on avait double, parce que quand ma cousine continuait de son bord à penser à des projets, moi, je pensais à des projets de mon bord. Ce qui fait que là, on a créé peut-être des dizaines de films et même autre chose. Il y a des catégories que j'appelle les mini-films. Et c'est vraiment toutes sortes de scénarios. Et effectivement, quand tu regardes tout ça, là, tu peux vraiment réécouter pas mal ma vie, là, parce qu'à un moment donné, on s'est mis à triper à filmer des affaires de la vie. Là. Tu sais, genre se filmer en dormant. Bon, c'est pas intéressant, mais avant qu'on s'endorme, c'est la vraie vie. On se parle de ce qui se passe dans nos vies présentement, tu sais. Ouais. Fait que t'écoutes ça, puis tu tripes. Puis ça va être pour mes petites filles, là, qui vont écouter ça. Ils vont dire « Oh mon Dieu, mon père, qu'est-ce qu'il y avait comme vie? » Parce que c'était très rocambolesque, tout ça. Donc, la caméra vidéo, là, ça a été un gros tournant. Puis c'était jeune, là, tu sais, 5e, 6e année, commençait à créer des scénarios. Puis déjà, à cet âge-là, est-ce que tu te projetais en disant « Un jour, je vais être cinéaste ou je vais être metteur en scène » ou c'était vraiment encore que dans le jeu? Ah, c'était que dans le jeu, là. C'est quoi le déclic qui t'a amené? Est-ce que c'est durant ton école ou le déclic qui t'a dit à un moment donné, moi, c'est ça que je veux faire dans la vie? Je pense que c'est l'impro à Télé-Québec, qui s'appelait Radio-Québec à l'époque. Ouais. Quand la LNI s'est mise à jouer, là, on dirait que là c'est comme si le monde qui inventait des affaires, c'est comme si les créatifs avaient une place. Ils étaient valorisés. Exact. T'sais, sinon, avant ça, je ne me voyais pas écrire des affaires compliquées comme ce qui se faisait à la télé. J'étais jeune, puis jouer à la télé, ça ne m'intéressait pas non plus tant que ça. Peut-être un peu des fois à travers ma vie, mais moi, c'était de créer mes affaires, d'inventer mes histoires, de faire ça avec une équipe. Ça, c'était le gros truc. Mais je pense que la LNI à Radio-Québec, ça a été vraiment une grosse affaire pour moi. Parce que là, c'est comme si c'était du monde qui n'avait pas de texte, qui créait, qui inventait des choses. Et là, je me reconnaissais bien plus là-dedans que quand j'écoutais un téléroman ou même un film. Peut-être un peu plus d'un film, parce que les films, c'était tellement un peu grandiose pour nous d'aller au cinéma Orphéon, puis de voir ces affaires-là, que c'était comme « wow, E.T. » Je me rappelle que mon ami pleurait à chaudes larmes en écoutant E.T. Fait que ça avait une grosse impact. Donc, je dirais que il y a eu la LNI, puis après ça, il y a eu Claude Meunier, Les Voisins. Okay. Moi, là, après ça, peut-être en secondaire 2, là, j'ai vu la pièce Les Voisins, puis c'est chiant pour Claude Meunier, là. Mais quand je l'ai écouté, j'ai dit hey, « je suis capable d'écrire des affaires de même, je suis sûr. » Puis c'était pas parce que c'est simple. Ben oui, il y a quelque chose de simple, mais au contraire, ça a l'air simple, mais c'est très compliqué de faire ce que fait Claude Meunier. Mais sauf que je me reconnaissais dans ce genre d'humour-là, puis je me disais « Hey, wow, on peut écrire des affaires niaiseuses, puis faire de quoi avec ça, tu sais, de faire des vrais projets. » Tu sais, là, je voyais la gang qui montait Les Voisins, puis j'étais comme « Voyons, il y a plein de monde là qui rit à faire ça, mais je peux faire ça, je suis convaincu. » Et là, va venir les shows à Thérèse. Puis, avant ça, secondaire, tu finis ton primaire. Tu étais quel type d'étudiant primaire, secondaire? Au primaire, j'étais très réservé. Puis au secondaire, là écoute... T'as perdu le contrôle? J'ai perdu le contrôle, là.
comme découvert que c'était drôle de dire des niaiseries d'une classe, puis que là, tout le monde m'écoutait, puis qui trouvait que c'était drôle ce que je faisais. Ce qui fait qu'en secondaire 3, là, j'ai exagéré. Ouais. Oui, j'ai exagéré. Je me suis mis à me foutre, en fait, de tout ça, puis à comme, je sais pas moi, de devenir une prise de conscience, de dire, hey, je peux faire tout ce que je veux, puis si je veux pas aller à l'école, je n'irai pas. Ben non. Il fallait que j'aille à l'école. Fait que là, c'était comme, OK, moi, y aller, mais je vais être bad. Fait que, je sais pas, il y a eu comme un déclic dans ma tête. Et ça a mal viré un peu là, mes études à ce moment-là, mais je me suis surpris après parce que ça a été une année de trop de folie, mettons, à l'école. Ouais. Mais sauf que c'est plein de beaux souvenirs pareils. Puis, tu sais, je m'excuse à certains professeurs qui ont dû se dire, hey, ce Flo-là, il peut lâcher l'école ou je sais pas quoi. Mais sauf que ça a été vraiment trippant parce que là, c'était comme... c'était l'émancipation du petit gars gêné que j'étais qui est devenu comme un peu plus... qui a pris de la place, tu sais. De la mauvaise façon, là, je pense. Puis là, tu avais aussi, c'est le début de l'impro aussi, parce que là, tu as pu faire de l'impro à Mistassini. Oui. Puis le début de la gang aussi, je pense que tu étais parce que j'étais dans cette gang-là, on va se le dire. Oui. Mais ça a été important aussi au niveau de ton secondaire, j'imagine, parce que tu es quelqu'un qui s'est toujours bien entouré dans tes projets. Est-ce que ça peut venir de là, de réaliser que tu n'es pas tout seul dans ces projets-là, que les autres aussi ont leur place? Oui. Moi, l'impro en secondaire 2 qui avait été initié par Gaétan Bédard et Richard Boucher. Et Richard Boucher, oui. À Polyvalente à Mistassini. Ça a été là, une chose grandiose pour une personne comme moi et pour une personne comme toi et pour bien du monde qui ont participé. Tu sais, je repense à tout le monde qui faisait de l'impro. Je dirais que ce moment-là, il a été très important pour l'explosion du jeune homme en moi, là, parce que, dans le fond, c'était en secondaire 2 qu'il y a eu les premières bribes, là, vers la fin du secondaire 2, pour après ça faire vraiment une ligue en secondaire 3. Puis, effectivement, de commencer à comprendre... tu sais, parce qu'au départ, tu veux juste faire rire tout le monde, puis tu te fous de toute l'équipe qui est avec toi. Oui. Puis après ça, à un moment donné, là, tu comprends qu'il faut que tu travailles avec l'équipe. Fait que je pense que oui, le travail en équipe, il y a une grosse partie qui vient de là. À arriver à bien exécuter du travail d'équipe, là, ça, c'est une autre affaire. Parce que ça a été très compliqué, tu sais. L'impro, ça a été, pour moi, le point de départ de l'écriture aussi. Parce que quand j'écris, j'improvise. Et après, je reviens sur mon improvisation. Et si je ne fais pas ça, mes textes ne sont pas bons. Ils sont beaucoup trop calculés. Maintenant, je me fais plus de plans qu'avant. Avant, je faisais le plan quasiment à la fin, parce que finalement, c'était en revenant sur mon texte que là, je créais mon plan. Maintenant, là, mes plans arrivent plus tôt, mais sauf que je ne peux pas m'empêcher d'improviser parce que c'est ça qui fait que mes textes sont instinctifs, qui sont beaucoup plus... spontané, puis que quand tu vas les interpréter, tu vas rire, tu vas t'amuser à le faire. Fait que pour garder mon côté amusant, funny, fun, bien, ça a été important de faire attention, là, de ne pas perdre l'impro. T'sais, l'impro, c'est par là que je passe pour écrire. C'est primordial. Ouais. Puis, il était comment, Jimmy, l'adolescent? Tu sais, parce que c'est la période aussi où on se rebelle, les premiers amours, les premières expériences. Tu sais, comment tu as vécu ça, toi, comme jeune homme, là? Bien, c'est sûr que le plus flasheux de mon adolescence, c'est ma gang, là, parce que cette gang-là qu'on a encore, en fait, là, qu'on se voit encore toute la gang, à part présentement, là, mais c'est pour des raisons mondiales. Je dirais que cette gang-là, elle a beaucoup influencé aussi ce que j'ai fait, parce que c'était... pour moi, un groupe d'amis qui était très différent. Mais c'est ça, c'est que dans le fond, t'es bien mieux d'être ami avec du monde différent parce qu'ils vont t'apporter tellement d'autres choses que si tu es avec toute une gang de monde qui sont bien pareils comme toi. Ouais. Moi, c'est la même affaire dans toute ma recherche de sociabilisation. Je suis bien plus avec du monde qui sont pas comme moi qu'avec du monde qui sont comme moi. Et cette gang-là, elle a beaucoup influencé ce que j'ai fait. Et
en plus de l'influencer, elle a participé à la construction de tout ça. Il n'y a personne dans ce groupe d'amis-là qui n'a pas été important à peu importe à quel moment dans tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Parce que, écoute, ça va de l'ami qui me dépanne en allant chercher quelque chose quand on est complètement dans le jus puis que j'ai pas le temps, à l'ami qui s'implique carrément, qui joue dans mes affaires ou qui s'implique au niveau technique. Toute cette gang-là s'est impliquée à travers les années dans tout ce que j'ai fait. Et si j'ai pas ça, si j'ai pas ces amis-là et aussi tous les autres amis qui sont pas ma gang, là, si j'ai pas tous les autres amis aussi qui viennent faire ça, moi, oublie ça, je suis pas rendu où je suis là. Ce qui a fait ma compagnie, puis même un peu avant ma compagnie, c'est ce que tout le monde a fait pour que ça marche. Je pense que je suis plutôt un espèce de leader qui dit « Moi, je m'en vais faire ça, puis si vous voulez venir le faire avec moi, vous venez. » Mais une chance que le monde en dit « Ouais, ça a l'air cool, tes affaires, on va y aller. » Parce que sinon, ils viennent mettre des briques à la construction, puis ils viennent t'aider avec leur force. Et là, comme tu l'as dit un peu plus tôt, au secondaire, c'est la rencontre avec Thérèse Plante qui va être déterminante. Je pense les shows à Thérèse, c'était déterminant pour beaucoup d'Olmissois, là, mais pour toi, encore plus. Encore plus. Encore plus parce que les shows à Thérèse, c'est de la danse, puis nous, on fait l'animation entre chaque danse. Et le fait que moi, je me suis mis à faire l'animation, bien, tu sais, veux pas, là, t'as 150 petites filles qui dansent puis qui vendent des billets, là, bien, tu remplis 4-5 soirs à 500 places, là. Ça fait 2500 personnes qui viennent voir le spectacle à chaque fois qu'il y en a un, là. Bien, moi, je suis vu par 2500 personnes qui commencent à trouver que le petit clown en avant, il est bien drôle. Puis là, quand je suis arrivé pour monter ma première pièce de théâtre à la fin du secondaire, début cégep, là, j'ai loué l'auditorium Jean Dolbeau. Puis j'ai vendu moi-même mes billets et ma mère. Ma mère a vraiment été la meilleure vendeuse. En fait, elle trouvait que t'allais faire pitié. Elle avait peur qu'il y ait personne dans cette salle-là. Fait qu'elle a tout fait pour vendre tout ce qu'elle pouvait de billets. Et je dirais que le fait que le spectacle à Thérèse m'a fait connaître, bien, ça a fait que j'ai pu commencer à créer des pièces où est-ce qu'il y avait une certaine rentabilité, là, dans le sens que ça me permettait d'en faire un peu ma petite job d'étudiant et de ne pas travailler dans une autre job où ce que j'aurais pas été en train de préparer ma future vie. Oui. Fait que ça, c'était important parce que, écoute, tu arrives, tu écris une pièce, tu as 10... je ne sais pas quel âge j'avais, d'avoir 17. Puis là, tu as la chance d'avoir une salle de... Je pense que c'était 325 personnes qui sont venues à ma première. Bien là, ça vient carrément des choix terrestres. Puis les choix terrestres, bien, ça m'a fait côtoyer des gens qui m'ont beaucoup appris. Stéphane Allard, Éric Sauvageau, Marie-Claude Tremblay. C'est les 3 personnes avec qui j'ai le plus travaillé, mais beaucoup appris à écrire en équipe, à écrire tout simplement aussi. Puis après ça, d'aller l'interpréter sur scène puis comprendre qu'est-ce qui ne va pas. T'sais. Stéphane Allard était un peu comédien, metteur en scène, rendu avec nous autres. Puis ça faisait qu'il me montrait des affaires. T'sais, lui, il était à l'école de théâtre. Oui, en tout cas, il me semble qu'il commençait. Oui, parce que oui, il était là pendant longtemps. Fait que Stéphane nous donnait des commentaires. Ça nous aidait beaucoup. Fait que ça a été vraiment un très bon point de départ. Un petit mot sur Interdit de rire. Les gens oubliaient ça, mais tu as fait partie d'un collectif d'humoristes à Jean Dolbeau qui faisait des spectacles devant des amphithéâtres pleins. Bien, qui était un peu ce que tu faisais avec Thérèse Plante, mais... version seulement sketch. Oui, seulement sketch là, pour divertir l'école le soir du midi. Ça a-tu eu une incidence, ça? Ça, c'est capoté. Oui, ben oui. Interdit de rire, là, tu sais, je veux dire, c'est assez... T'arrives, tu dis, OK, il y a un show sur l'heure du midi cette semaine et l'auditorium est plein à craquer. Là, il y avait du monde debout en arrière, puis il y a 500 places dans l'auditorium Jean Dolbeau, là, qui s'appelle maintenant la salle Thérèse Plante. Dans le fond, Interdit de rire était des sketchs sur l'actualité. Tu sais, finalement, on était un peu comme... ça s'appelait comment avant? Taquinons la planète? Sans limite. Sans limite, c'est ça. C'est ça qui était l'inspiration. C'est ça, exactement. Tu sais, puis
Et à partir de là, écoute, on a fait des sketchs et des sketchs, ça n'avait plus de bon sens. Puis on arrivait à être quand même régulier, là. C'était une douzaine de personnes que tout le monde écrivait. Puis là, le grand groupe se divisait en petits groupes pour aller créer des... Est-ce que c'est là que tu as compris, tu sais, dans ton secondaire, là, le pouvoir des mots? Tu sais, que quand tu parles à 300, 400 personnes, à toutes les, les intervalles de, je sais pas moi, 2-3 semaines ou tout ça, de voir que tu es capable de passer des messages, d'influencer je dirais pas la pensée des gens, là, on n'est pas rendu à les contrôler, mais tu sais, d'être capable de comprendre le pouvoir que pouvaient avoir tes mots ou ce que tu faisais. Oui, parce que... mais tu sais, vu que c'était beaucoup de l'humour, c'était pas de l'humour à message, vraiment. C'était vraiment de l'humour pour s'amuser. Ce qui fait que ce que j'ai découvert là, c'était qu'est-ce que tu peux avoir comme utilité à écrire des affaires qui sont seulement humoristiques. Moi, j'ai commencé à avoir là du monde qui venait me voir et qui disait « En tout cas, moi, ça a fait ma semaine de venir voir votre spectacle, nanana. » Puis du monde que tu vois que ça les rend vraiment de bonne humeur. Puis du monde qui vient te voir et qui dit « J'ai tellement hâte au prochain parce que... » Puis là, tu te dis « OK. » Donc, tu sais, pour rire, là, il y avait toutes sortes d'affaires à l'époque, là, mais sauf que là, c'était très connecté sur les gens dans la salle. Ouais. On parlait carrément de la vie des étudiants, puis tout ça, puis ça faisait que les gens se sentaient très proches de ça. Puis, tu sais, plus tard... C'était rare à l'époque, parce qu'aujourd'hui, l'humour, il y a beaucoup de soirées d'humour un peu partout, mais à l'époque, il n'y en avait pas de ça. Non, c'est ça. C'était quand même plutôt rare, là, tu sais, dans une école secondaire, d'avoir quelque chose d'aussi régulier, puis tout ça, puis qui a duré quand même assez longtemps. Puis, tu sais, plus tard, moi, ça va devenir un peu une de mes raisons principales de faire ce que je fais. Des gens viennent me voir et qui me disent « Écoute, moi, je suis vraiment beaucoup malade. Puis quand je viens voir tes pièces de théâtre, pendant 1h30, je pense plus du tout que je suis malade. Je suis juste comme connecté parce que j'adore ce que tu fais. » Mais là, tu te dis « Aïe, aïe, OK, toi, tu viens d'être... toi, tu viens de rentrer dans ma mémoire à jamais. » Puis ça, des commentaires de même, j'en ai beaucoup, tu sais, et maintenant, j'en ai d'autres aussi qui sont des profs qui m'appellent et qui me disent « Écoute, tes textes sont tellement accessibles. Le petit gars de l'école bien gêné qui bégaye, lui, jamais il a pensé qu'il pourrait faire du théâtre. Et grâce à mes textes très pop qui sont faits pour vraiment tout le monde, bien là, on a comme plein d'anecdotes comme ça d'élèves qui n'auraient jamais fait ça puis qui se retrouvent à comme... avoir évolué d'une grosse coche grâce à un texte qui est comme, tu sais, qui est pas très reconnu par le milieu, là, on va se le dire. Là. Mais les textes, c'est pas... Le but, c'est pas de me faire reconnaître par le milieu, c'est beaucoup plus, justement, que de redonner le théâtre à tout le monde, même aux petits gars qui pensent qu'il ne pourra jamais en faire. Bien, lui, avec mon texte, là, il peut vraiment s'amuser et faire de quoi. Donc, il y a tout ça, là, tu sais, ça fait partie de ce qui fait que j'ai le goût de continuer à faire ce que je fais, là, tu sais. Puis là, tu arrives, tu finis ton secondaire, tu t'en vas au cégep à Saint-Félicien, en sciences humaines. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses à dire sur cette période-là? As-tu des déclics, des choses qui t'ont forgé par rapport à ce que tu es aujourd'hui? Oui. Tu sais, c'est là, ben, en fait, pendant le cégep, c'est là que j'ai commencé à écrire mes... Tu as monté ta compagnie? Oui, c'est ça, exactement. Ah oui, c'est vrai. Quand même là, ouais. Je dirais que, tu sais, j'avais même arrêté de faire le théâtre au cégep parce que je voyais bien que j'avais trop de projets personnels que je voulais faire. Puis là, c'était mes créations puis toutes mes affaires. Mais, tu sais, grâce à Bernard Vigneault, qui était responsable des activités, là, écoute, j'ai pu faire des affaires incroyables, tu sais, des tests, puis des... Tu sais, en fait, Bernard Vigneault, il me disait, tu veux-tu faire cégep en spectacle? Tu ne gagneras pas, mais ça va... Ben, il disait pas que tu ne gagneras pas. Je pense pas qu'il pensait ça. Mais lui, ce qu'il se disait, c'est ça va être le fun d'avoir un numéro drôle à travers tout ça. Fait que, lui, il aimait bien ce que je faisais, puis il embarquait à fond dans mes projets, puis ça l'a beaucoup avancé. Puis je dirais que c'est le début là, de mes... Le début de... Non, c'était pas le début parce que j'ai fait mes premiers tests de pièces de théâtre, c'est-à-dire d'écrire quelque chose puis de le monter à ce moment-là. Mais vraiment, c'était à la fin du cégep là, que là, j'avais des projets en tête puis je les ai fait pas mal tout au début de l'université. Donc, la période entre les deux, là, ça a brassé. Ouais.
Puis là, tu rentres à l'université en théâtre, parce que là, tu as choisi ta voie. Non, mais à quelque part, tu as choisi, tu vas te chercher des outils, tu sais. Ça me fait rire, je repense à quand je suis rentré. Oui, je sais. Ouais. T'étais là? Oui, j'étais là. J'étais ton colocataire. Mais ça aussi, moi, j'ai l'impression, là, de mon point de vue, que ce qui t'a le plus marqué ou aidé, c'est pas nécessairement tes études en théâtre, mais plutôt la Ligue universitaire d'impro, où là, tu as pu t'éclater, en fait, rencontrer des gens créatifs. Je sais pas, je me trompe-tu? Non, tu te trompes pas. Écoute, c'est pas compliqué. Mon anecdote drôle, en plus, qui m'a fait rire, là, elle va te ramener à ça, c'est que moi, j'arrive en théâtre. En fait, mes parents m'avaient demandé de ne pas étudier là-dedans. Ils m'avaient dit, tu sais, on veut pas t'empêcher de faire ça, mais vu que tu le fais déjà, tu peux étudier dans quelque chose de plus safe. D'un cas. C'est ça, d'un cas, puis il avait bien raison. Tu sais, il disait, tu sais, les autres, ma mère, son discours, c'était un peu, bien, tu le fais déjà, tu écris déjà tes spectacles, puis tout. Fait que va peut-être en communication dans quelque chose d'un peu connexe, mais qui va te donner d'autres possibilités. Puis ça a été une bonne chose parce que ça a fait que mon université, là, c'est un melting pot de cinéma, création littéraire, communication, théâtre. Écoute, j'ai fait plein d'affaires pour finalement pas avoir de diplôme vraiment parce qu'ils m'ont dit, ben là, écoute, il aurait fallu que tu viennes nous voir et qu'on te donne un tronc. Moi, j'ai fait, c'est pas grave, je voulais juste apprendre tout ça parce que chaque affaire, je savais que ça me servirait, tu sais. Donc, moi, j'arrive en théâtre, puis là, écoute, je m'assis là dans la première semaine, puis là, tout le monde connaît ben trop d'affaires, tu sais, puis là, tu sais, c'est pas... Et là, on parle de grands penseurs du théâtre, tout ça, puis je fais, que je connais pas tous ces grands penseurs-là. Toi, tu n'avais pas théorisé ça, toi, tu le vivais. Moi, je le vivais. Fait que là, je me disais, qu'est-ce que je fais ici? Ça n'a aucun bon sens, tu sais, je vais capoter ma vie. Et là, arrivent les cours pratiques. Et là, on se retrouve avec un prof qui dit, alors là, vous avez une demi-heure pour préparer un petit spectacle et il va falloir que ça dure 4 minutes, même pas, je pense que c'était 2 minutes, nanana. Puis là, il dit, OK, voici vos sujets, puis go. T'sais. Et là, toute ma gang de grands connaisseurs, là, ils sont tous assis, puis ils ont plein de questions, puis ils font, oui, mais là, puis moi, je suis déjà au plafond dans un escabeau en train d'arranger mes spots. Parce que moi, je viens de Dolbeau-Mistassini, puis je les ai toutes déjà arrangés, mes spots, pour faire des spectacles. Puis tu sais... Fait que, tu sais, je caricaturise, là, il y a plein de monde là-dedans qui avait des connaissances. Là. C'était pas juste des universitaires intellos qui sont comme « un spot! » Mais, n'empêche que moi, je savais tout déjà opérer tout ça parce que j'avais tellement monté de spectacles, puis j'avais tellement travaillé avec des techniciens, puis j'avais tellement... Fait que côté pratique, là, faire un 2 à 4 minutes, là, et là, moi, écoute, là, j'ai fait, peut-être que j'ai rapport ici parce que je suis capable de monter des shows. Puis, tu sais, plus tard, j'ai compris que, tu sais, ma force, c'est d'être capable de pogner un projet puis de le prendre au complet puis de le livrer, tu sais. Fait que, il y avait ça. Mais, tu sais, malgré le fait qu'après ça, j'ai pu étudier tous ces grands penseurs du théâtre puis tout ça, puis que ça m'a apporté certaines choses. C'est pas ça qui m'a apporté... ça ne m'a pas apporté ce que ça me prenait. Non. Parce que ce que ça me prenait, c'était le côté créatif, devenir un créateur. C'est ça que je voulais. Puis là, la Ligue universitaire d'improvisation est apparue dans ma vie et ça a été comme bang. Tu sais, on a eu, là, écoute, tu sais, ça a été toute une école de vie, mais aussi une école artistique. Parce que tu apprends vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui viennent encadrer ton travail par la suite et tu apprends à être bon. Moi, là, j'ai appris à être bon à la lui, pas nécessairement bon en impro, bon dans ce que je fais, dans l'application, dans mon métier. Ouais. Parce que la lui, ça t'apporte pas... oui, j'ai évolué en tant que joueur d'impro, là. Mais ça m'a bien plus appris à faire 1000 autres affaires que d'être un bon joueur d'impro. Ça l'a encadré vraiment tout mon travail. Et ça, parce que tu côtoies des gens qui sont vraiment sur le terrain. Le monde dans la lui, c'est du monde qui font des choses. C'est comme, ça brasse, on part, on va là, puis on fait un projet, puis... On le fait, après ça, on réfléchira. C'est ça, exactement. Ouais. Et ça, là, ça l'a guidé après toute ma vie, parce que, écoute, écoute, je restais là 8 ans dans la lui, là, tu sais.
ça a été 8 ans où j'ai vraiment appris à fond. Puis c'est très drôle parce que je me rappelle qu'à ma première pratique sérieuse, mon premier atelier d'impro sérieux à Québec, on disait qu'on faisait combien d'années qu'on faisait de l'impro. Puis il y a Ricardo Troggi qui est à côté de moi, puis qui dit, moi, ça fait 1 an. Puis tu as moi à côté qui fait, moi, ça fait 8 ans. Puis là, Ricardo, il se tourne vers moi, puis il dit, 8 ans au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, ça vaut à peu près 1 an à Québec. Fait qu'on est pas mal égal, tu sais. Puis, écoute, c'était toute qu'une réplique. mais il y avait un peu raison dans le sens que, je pense que tu prends ton expérience pareil, mais sauf que quand tu tombes dans un milieu d'impro comme à Québec, OK? Puis là, je parle juste pour l'impro. Je ne suis pas en train de dire que dans tous les domaines, c'est comme ça, mais en impro, à Québec, vu que le milieu secondaire et collégial est encadré par une aussi grande ligue, bien, ça fait que tout le monde évolue à une vitesse folle. Là, à quelque part, j'ai compris après 1 an dans la nuit à quel point il y avait des affaires c'est ça, il y avait des belles possibilités puis des choses à apprendre. T'aimes ça avoir peur? T'aimes ça le cinéma? T'as écouté les 2 premières saisons de Vidéoterreur où tu nous as pognés en podcast sur toute bonne plateforme de podcast? Eh bien, l'attente est terminée. Vidéoterreur saison 3, ça s'en vient. Moi, au CFP, là, ça a été vraiment des belles années. J'ai eu du fun là. Dès la première semaine, les premiers mois, tu sais si tu es fait pour ça. La formation est vraiment complète. Puis on apprend dans ce qu'on aime, dans notre passion. Chaque fois que j'allais à l'école, je savais que j'allais pratiquer un domaine qui me passionne. J'avais des professeurs qui étaient hyper stimulants. C'était la première fois que je tissais des liens avec des enseignants. Tout un écolier à partir de DEP. Puis là, toi, tu t'installes à Québec, t'es installé, tu rencontres, là, on ne rentre pas dans le détail, tu rencontres ta conjointe, et tu continues à travailler, tu as ta compagnie, tu continues à faire des spectacles, et je dirais pas de t'entêtes, mais tu décides, tu fais le choix de venir faire des théâtres d'été à Vauvert ou à l'autre bout du lac Saint-Jean. Puisque je sais que tu t'es fait poser cette question-là souvent, mais qu'est-ce qui, au départ, te dit, parce que souvent, les gens rêvent de la grande ville, tu sais, demain matin, Montréal matin. Et toi, tu disais, non, moi, j'ai le goût de retourner dans un petit coin sur le bord du lac où il y a, mettons, 30 personnes qui vont voir ce que je fais. C'est quoi qui a été le déclencheur? Puis quelle a été l'importance du théâtre d'été à Vauvert? Parce que tu as fait ça pendant longtemps. Vraiment. La première affaire, c'est que moi, j'ai jamais passé d'audition pour les grandes écoles de théâtre. J'ai jamais passé d'audition pour faire des séries télévisées ou des choses comme ça. Puis ça, les gens, je pense qu'ils ne le savent pas. Puis de toute façon, quand tu décides que tu ne veux pas être connu, là, les gens, ils ne savent pas c'est quoi ta vie. Ouais. Fait que, tu sais, ce qui est correct là-dedans, c'est que moi, j'ai jamais passé d'audition parce que c'est pas ça que je voulais faire. Moi, je toi, tu voulais... ta compagnie. Oui. Toi, tu es un entrepreneur. Exactement. Ben oui. Ouais. Je voulais vraiment créer mes propres affaires, travailler avec mes propres équipes, travailler avec mon monde. Et le fait de revenir ici, ça me permettait de vivre tout ce que je voulais vivre. Écoute, je pense qu'il n'y a rien de plus le fun dans la vie que de créer une entreprise de toutes pièces puis de dire, hey, ce qui fait vivre cette entreprise-là, là, c'est même des affaires que je crée, en plus de créer l'entreprise. Puis mais puis moi, en plus, tu sais, ici, là, j'adore Dolbeau-Mistassini pour 1000 raisons, là. Il y a toutes sortes de spots tripants que personne ne sait parce que c'est pas mis en valeur tant que ça, tu sais. En tout cas, de plus en plus, là, mais tu sais, il y a encore des spots assez secrets. Puis, moi, j'aimais ça, revenir, passer du temps sur le bord de l'eau avec ma blonde. Ma blonde travaillait avec moi au théâtre d'été, tu sais, dans le fond. Okay. Véro a travaillé pendant des années au théâtre d'été à Vauvert. Fait qu'on venait les deux repasser notre été ici. Oui. Puis écoute, il n'y avait rien de plus le fun parce que c'était la création totalement libre. Puis je pouvais me tromper. Des étés, je me suis trompé.
Puis, bon, ben, on arrivait à attirer assez de spectateurs pour que la compagnie vive très bien le reste de l'année, parce que c'était la vache à lait. Oui. Tu sais, le théâtre d'été, c'est la grosse affaire. Après ça, les autres projets, ça rapportait un petit peu, mais tu sais, c'était compliqué. Là. Quand j'ai commencé, là, on va se le dire, là, il a fallu que mes parents m'aident souvent, là, tu sais. Puis, mais j'ai toujours arrivé à les rembourser. Oui, c'est ça, exactement. Tu sais, fait que quelque part... c'est ça. Quelque part, c'est juste ça qu'il faut comprendre. Tu sais, je veux dire, moi, je croise du monde des fois qui font, tu sais, lâche pas, Jimmy, là, ça va venir, là, tu vas percer bientôt. Puis là, je fais, percer quoi? Je vais faire quoi? Tu sais, parce que pour eux, ben, moi, arriver au top de ce que je veux faire dans la vie, c'est probablement que dans leur tête, c'est que je sois à la TV, tu sais. Mais toi, ça t'intéresse pas? Ben zéro, là. Ben non. Puis même écrire pour la télé, tu sais, je veux écrire des affaires que je monte là tout de suite. On le fait, là, puis c'est ça qui est le fun, tu sais. Ouais. Donc, c'est ça qui fait que je suis toujours revenu ici. Et bon, le théâtre d'été à Vauvert, ça a été un point très, très, très important dans mon entreprise. Et ça l'a amené à la création de la Route des 1001 histoires, qui est un projet, je pense, très dynamique, divertissant, qui t'a appris à travailler sur divers plateaux parce que c'était comme... Et aussi à déléguer. C'est quelque chose que tu disais. Moi, j'écris, je monte, tu faisais un peu tout. Puis là, maintenant, tu es obligé d'apprendre à dire, là, si je veux pas péter aux frettes, il va falloir que je m'entoure correctement. Et puis ça, ben au bout du compte, est-ce que ça t'a peut-être joué un tour? Là, je veux qu'on revienne sur cet épisode-là qui a été le fun, mais qui a peut-être un peu fini en queue de poisson. Oui. Bien, en fait, ce qui est arrivé, c'est que le théâtre d'été à Vauvert, on a eu une année où est-ce que là, on n'a pas eu assez de spectateurs. Puis moi, j'avais des offres à Québec. Puis, tu sais, je voulais pas aller à Québec. C'est pas que ça m'intéressait pas. J'adore Québec, là. Mais sauf que ça donnait pas les mêmes possibilités pour moi. Puis on me sortait pas mal d'un milieu où est-ce que je me sens totalement libre. Ouais. Parce qu'à Québec, avec la grosse argent, vient des responsabilités, vient des... Ici, des comptes à rendre. Oui, ici, là, quand que ça chiait, là, excusez pour le mot, là, c'est moi qui... C'est tout allait sur moi. Là, tu arrives à une place que le gars, il te dit, gars, si tu signes mettre ton théâtre d'été à Québec, là, à la signature, je te donne 15 000 ben, tu sais, ça vient pas... Il n'y a personne qui veut me donner de l'argent dans la vie. Lui, il me donne 15 000 parce qu'il veut que ça marche. Ouais. Fait que là, il me dit, gars, ce 15 000 là, c'est pour que tu nous développes quelque chose de... et là, tu sais, je sentais que là, ça serait plus la même chose. Fait que je voulais pas partir. Mais en même temps, on a eu une année difficile. Fait que j'ai écrit une lettre dans le journal local pour dire, c'était full cute, merci à toute la population de Debout-Mistassini d'être venue pendant 7 ans. Je pense que le théâtre avait à peu près 7 ans à ce moment-là. Merci d'être venu m'encourager. Grâce à vous autres, j'ai pu vraiment vivre toute une expérience, tu sais, une expérience de création ultime, là, tu sais. Puis, et là, Claude Godbout m'avait fait travailler sur plusieurs projets. Puis quand il a vu ça, il a dit, écoute, si je trouve du monde qui a le goût de t'aider pour que tu restes ici, ce serait quoi ton rêve? Tu sais? Parce que Claude Godbout, c'est un peu comme le génie de la langue. Tu sais. Il arrive, puis il dit... Qu'est-ce qui ferait que tu partirais pas, tu sais? Fait que là, moi, je pense à ça, pendant des semaines. Puis à un moment donné, je dis, j'aimerais ça faire un parcours plein de pièces de théâtre, tu sais. Le matin, tu es à une place, puis l'après-midi, tu es à une autre place, puis tu vois un spectacle dans un village, puis Fait que j'explique un peu ce que va devenir la Route des 1001 histoires, qui est un circuit de spectacles, finalement, où est-ce que les spectateurs peuvent se promener toute une journée de temps puis voir des spectacles en se promenant d'un village à l'autre, OK? Et là, Claude Godbout a réuni plusieurs personnalités d'affaires du milieu qui ont fait « Ouais, c'est bon, on va le backer ». Puis avec les années, ça a grossi puis il est devenu avec de plus en plus de monde. Ce qui a fait que j'ai pu ne pas partir travailler à Québec et j'ai pu rester ici et monter un projet complètement fou. C'était effervescent, là. Écoute, il y avait comment 11-12 spectacles par semaine, là. C'était comme... il y a des comédiens qui jouaient 3 à 4 spectacles par jour, là. C'était l'enfer. C'était malade. Il y a du monde là-dedans qui ont vécu des affaires qui ne revivront jamais dans leur vie parce que personne ne fait ça, tu sais. Et là, on a commencé tranquillement. Tu sais, moi, je ne suis pas un gars qui... Je ne suis pas impatient du tout. Je suis très patient. Oui, je le comprends.
Et ça prendra le temps que ça prendra. Et on a monté ça bien tranquillement. On a vu les spectateurs monter sans cesse. Et là, on avait des plateaux partout et c'est devenu très gros. On a gagné les grands prix du tourisme. On a réussi à atteindre des nombres de spectateurs qui accotent quasiment le nombre de personnes qui vivent à Dolbeau-Mistassini. À la fin, là, c'était rendu, écoute, il y avait du monde. L'aventure de nuit, on attirait des milliers de personnes. Là. Puis là, on voyait qu'il y avait vraiment des touristes là, dans le coin qui venaient. Là, t'sais. Puis là, je voyais, la plus grosse année, il y avait 42 employés. Et là, tu te dis, OK, là, on a monté toute qu'une affaire. Là, t'sais. Et arrivé là, où est-ce que là, tout fonctionne, tu sais, bien, le conseil d'administration est devenu un peu plus exécutif, OK? Donc, a voulu commencer à encadrer tout ça. Ça devenait gros, puis tout. Puis, bon, ben là, eux arrivaient avec leurs idées, puis moi, j'avais mes idées. Puis c'est sûr, tu dis à un petit gars, tiens, fais ça, là, montre-nous tout ça. Là. Puis là, quand il arrive au bout, bien là, tu viens le voir, puis tu dis, bon, ben maintenant, ça va être, on va aussi intégrer ça, puis tout ça. Puis avec raison. Je veux dire, là-dedans, là, ce projet-là n'existe pas si ce conseil d'administration-là ne trouve pas tous les moyens d'arriver à le faire. Oui, mais ce projet-là n'existe pas si toi, tu n'es pas le génie créateur. Tu as besoin des deux. C'est ça. Pour moi, tu as besoin des deux. Ces gens-là étaient super importants aussi et ils m'ont permis de vivre probablement un des plus beaux moments professionnels de toute ma vie. Donc, pour moi, à la fin, puis, tu sais, ça se comprend. Eux, ils me disent, maintenant, il faudrait intégrer ça, il faudrait faire ça, on voudrait que ça soit comme ça. Puis moi, je fais non. Moi, écoutez, ça fait 7 ans que je monte tout ça, là. Oui, je le fais comme où ce que je suis rendu. Là. Oui, j'ai quasiment perdu ma santé là-dedans. Puis j'ai travaillé à 1,92 $. Je l'ai compté un été. Où est-ce on a travaillé en fou. Puis j'ai compté à la fin de l'été combien j'avais fait d'heures parce que je notais tout. Puis j'étais à 1,92 $. Tu te dis, moi, j'ai pas travaillé à ce salaire-là pour qu'à la fin... on vient de me dire, ben non, ben maintenant, ça va être de même. Fait que là, j'écrivais des lettres pour dire, c'est pas de même, c'est pas ça, là. Puis là, j'expliquais pourquoi il fallait qu'on continue comme ça. Puis, d'ailleurs, avant qu'on poursuive avec ta question, c'est qu'il y a eu un moment très drôle où j'ai dit à un membre du CA, j'ai dit, là, ce que vous voulez faire, c'est un peu comme la Fabuleuse. Mais si on veut travailler pour la Fabuleuse, on a juste à aller porter notre CV à la Fabuleuse. Ben oui, mais là, maintenant, on comprend la blague. Oui. Écoute, je suis jamais allé porter mon CV à Fabuleuse, mais je me suis ramassé là pareil. Oui. Ouais. Et puis, qu'est-ce qui a cassé à un moment donné? Parce que là, il y a, je sais pas, il te demande d'appliquer ou de, tu sais, il y a comme de quoi qui se passe. Puis là, à un moment donné, tu fais, non, moi, je peux pas continuer là-dedans. Puis c'est mort de sa belle mort en le temps de le dire, une fois que tu étais parti. Là. On doit le dire. Oui. Bien, en fait, là, tu sais, quand tu regardes ça un peu avec du recul, c'est que, puis tu sais, écoute, je suis vraiment pas un génie, là, mais c'est juste que il n'y a personne qui fait ça au Québec. Il n'y a personne qui fait ça, probablement, dans le monde comme moi, je l'ai fait avec toute l'équipe que j'avais. Fait que là, tu as un produit, là, hyper niché, pour employer l'expression que ma blonde, elle trouve bien drôle. Et là, tu as ça entre les mains, mais là, tu viens comme ajouter des paramètres à ça en tant que conseil d'administration qui font que moi, je fais, ben non, ben là, on va recommencer à ressembler à tout le monde. Et c'est pour ça que ça a cassé, parce que moi, je ne voulais pas qu'on change la formule. Toi, tu t'offrais quelque chose de nouveau qui sortait des paradigmes du théâtre traditionnel, tu sais. Mais ce que tu continues à faire d'ailleurs. Oui, parce que là, on va faire un bond dans le temps en 2021, mais c'est que ce que je m'apprête à faire avec la fabuleuse histoire d'un royaume cette année, ben, c'est l'aventure de nuit, version j'ai ben trop de budget avec une ben trop grosse équipe, puis fait que ça va être malade, là, tu sais. Mais moi, j'ai jamais pensé qu'un jour, on allait m'offrir la chance de poursuivre là où j'avais laissé. Ouais. Parce que, un coup que ça a cassé, moi, j'ai vécu encore là une superbe aventure. Il a fallu repartir avec rien. J'avais, là, tu sais, les moyens financiers, moi, j'en avais plus. Là. Le conseil d'administration, c'était lui le producteur. Fait que moi, je partais tout seul. Et là, écoute, ça a été le fun de repartir tout ça. Là, de te reconstruire, de prendre du recul. T'es malade. Mais c'était dur pour le porte-monnaie, là. Oui. Mais est-ce que tu gardes de l'amertume envers ce qui s'est passé? Ou tu le vois plus comme une leçon? Parce que t'es très philosophe, toi. Oui, non. Puis, tu sais, je veux dire, les gens, je pense que les gens ont en général, là, tu sais, la population de Dolbeau-Mistassini, je pense qu'ils étaient beaucoup plus fâchés que moi de tout ça.
Puis je pense que les gens ont beaucoup plus interprété que je devais être fâché à fond à l'intérieur de moi. Mais moi, je ne m'accroche pas aux choses. Et pour moi, un projet, ça finit. Puis c'est bien que ça finisse. Puis ce projet-là, quand il a fini, il nous restait, je pense, encore une dernière année à faire. Mais c'était rendu trop compliqué parce que je ne pouvais plus faire ce que je voulais. Fait que je ne pouvais plus arriver là. Ouais. Donc, tu sais, fait que tant mieux. Parce que finalement, ça m'a fait faire d'autres choses. Puis le circuit est devenu régional au lieu d'être local. Là, c'est la route des légendes. Exact. Qui a repris l'idée de route où on a la maison coupée en deux à Saint-Fulgence. Il y a encore des spectacles, là, pas cette année, Saint-Eugène, Saint-Monique, comme tu dis, tu as dû repartir ça, mais en gardant de l'esprit la caravane en panne qui existe toujours. Non, mais tout ça, c'est là. Puis en même temps, tu développais aussi tes projets à Québec, qui allaient de mieux en mieux, la parade des joies, etc. Parle-nous de cette époque-là de renaissance, si on peut l'appeler ici. Oui. Écoute, ça a été fou. Tous les comédiens et comédiennes qui ont participé à la Renaissance, ça a été... écoute, sans les comédiens, je ne suis rien et je veux toujours prendre le temps de dire aux gens que les comédiens qui ont travaillé avec moi sur les projets, je n'aurais jamais pu les reconnaître à leur juste valeur parce que ce qu'ils ont fait pour moi, ça n'a même pas de prix. Ils ont fait ce que je suis devenu. Et je te dirais que cette relance-là, premièrement, ça me prenait des professionnels. Tu sais, une chance, j'ai eu Bruno Paradis et Hubert Bolduc et toi. Mais dans la relance, c'est vraiment, là, au début, là, ça a été vraiment Hubert et Bruno qui ont été les professionnels qui ont dit, nous, on va aller te leader ça sur le terrain, tu sais, dans des endroits où est-ce qu'on avait de jeunes comédiens qui avaient acquis une super belle expérience avec la route des mille histoires, mais qui n'étaient pas... Ça leur prenait un leader. Fait que ces deux personnes-là, ils ont été comme magiques parce qu'ils allaient partout sur le terrain avec les jeunes, tu sais. Il faut savoir que quand moi, j'ai démissionné de la route des mille histoires, je n'ai pas demandé à personne de démissionner. Les gens ont eu l'impression que j'avais comme ramené tout le monde avec moi. C'est les gens qui ont fait leur choix. Ah, ben, moi, j'ai jamais dit à personne de s'en aller. Il y a eu 39 démissions sur 42. Puis les gens qui sont restés, là, les 3 qui sont restés, c'est des gens qui ont fait, ben moi, c'est un peu ma vie, il faut que je travaille. Fait qu'ils ont continué un peu. Puis, tu sais, pour moi, ça a été, écoute, tu sais, je souhaitais pas de mal à la route des mille et une histoires dans le sens qu'on n'a pas fait ça pour Jimmy Doucette. On a fait ça pour la collectivité. On a fait ça pour que Dolbeau-Mistassini se développe une économie touristique. C'est ça pour moi, là. Fait que là, tu sais, de voir ce projet-là mourir, moi, j'aurais été quand même content que ça aille bien. Bien, à quelque part, j'étais content aussi que ça n'allait pas bien parce que tu dis, c'est plate, c'est tout moi qui l'ai monté. Là, ils prennent mon nom, ils font table rase du passé, puis ils font comme si j'existais plus. Tu sais, fait que ça me fâchait. Ouais. Mais au-delà de ça, que Dolbeau-Mistassini se développe un beau projet économique, je l'espérais. Donc, les 39 démissions, ça m'a vraiment touché, là, parce que moi, toute la gang m'a écrit pour me dire, on s'en va, nous autres aussi. T'sais. Fait que là, on a tout reparti ça. Et là, tranquillement, on a remonté les affaires, puis ça a été super le fun. Des beaux moments avec du monde merveilleux, des gens fantastiques. Et t'en fais partie, tu as été là à plusieurs grands moments où est-ce que c'était important. Tu es venu me dépanner. Tu sais, quand je dis que ma gang de chums de jeunesse, là, les BBB, là, les BBB, là, tout le long, sont venus me dépanner. Puis toi, tu es encore là à faire toutes sortes de choses quand tu as une vie bien trop occupée. Donc, tu sais, pour moi, ça a une très grande valeur. Et la reconstruction, le phare de la reconstruction, ça a été la maison coupée en deux. Parce que là, tout le monde a parlé de moi partout au Québec. Pas tout le monde, là, mais il y a beaucoup de gens qui ont appris qu'on avait coupé une maison en deux, puis que c'était comme une maison de poupée. Les gens sont dans la rue, ils écoutent un spectacle. Et ça a fait beaucoup parler. Déjà que je faisais plein d'affaires qui faisaient beaucoup parler. Là, ça a été comme un projet que les gens ont fait. Aïe, aïe, OK. Là, on est carrément ailleurs. Là, le gars, il est crinqué, là, il a coupé une maison en deux. Et bon, ça a bien... Le temps avance, Jimmy. Oui? Je veux absolument qu'on parle de Paramount, qui est ton laboratoire, où tu as pris des enfants, en fait, puis tu as travaillé avec eux. Puis aujourd'hui, c'est des adultes, puis ça fait je ne sais plus combien d'années que vous fonctionnez. En 3-4 minutes, là, peux-tu me parler de Paramount? Paramount, là, ça a commencé au départ que c'était Luc Boulanger, qui est un ami à moi de Québec, qui me dit, écoute, je m'occupe d'une troupe d'enfants d'à peu près 10 à 12 ans,
Puis là, j'ai vraiment trop d'affaires, je peux pas m'en occuper, tu veux-tu? Là, je fais, ouf, là, 10 à 12 ans, c'est pas ma catégorie ben, là. Puis je trouvais ça tough d'enseigner à des enfants. Puis sa blonde, Jacinthe Cloutier, elle me dit, si c'est ça qui te dérange, je vais le faire avec toi, puis je vais m'occuper de un peu la discipline, puis tout ça. Fait qu'elle est venue avec moi, puis on a commencé à leur enseigner. Écoute, il y avait 11, 12 ans. Aujourd'hui, ces gens-là, là, ils fêtent leurs 30 ans, là. Fait que ça fait vraiment longtemps, là. Et je n'ai jamais arrêté de faire des productions avec eux autres depuis cet âge-là. C'est comme ton laboratoire, ça t'a permis d'écrire des textes, des essayer, puis après ça, de pouvoir les vendre dans les écoles. Tu sais, t'avais un créneau extraordinaire. Paramount, là, c'est le noyau de plusieurs projets. Il y a beaucoup de pièces de théâtre qui ont été testées avec eux autres avant puis qui sont devenues un peu d'autres choses par après. Tous les textes qui sont écrits pour Paramount, ce sont les textes que je vends partout dans le monde présentement. Mes textes qui sont vendus dans le monde, c'est beaucoup pour apprendre le français. Tu sais, quand je suis joué en Russie, là, ben, c'est une troupe de Russes qui veulent apprendre le français avec des pièces faciles, comme je disais tantôt. Ouais. Mes pièces sont accessibles. Je fais ça pour les petits garçons qui ont juste le goût d'évoluer, tout ça. Je pense bien plus à eux autres que de penser aux gens de théâtre. Tu sais, je veux dire, les gens de théâtre, j'ai reçu des courriels de monde qui me disent ben écoute, ton texte, là, c'est vraiment dans les pires cochonneries que j'ai jamais lues, tu sais. Puis je fais, ben écoute, ben c'est bien correct parce que toi, tu fais d'autres choses que moi. Moi, je fais du théâtre pour tout le monde. Ouais. C'est pop, mes affaires, tu sais. Puis c'est bien correct. Donc, à ce moment-là, Paramount, c'est une source de création infinie. Ce sont des personnes qui sont devenues mes amis. Tu sais, maintenant, ils ont 30 ans, tu sais, ils sont plus loin de moi. Là, finalement, là, on est plus proches en âge que jamais. Puis, écoute, Mélissa Parent de la troupe Paramount, elle a été hyper importante pour l'entreprise parce que quand elle était âgée de 16 ans, j'ai dit, tu veux-tu venir m'aider? Je trouve que tu as vraiment un bon sens de... Et Mélissa a travaillé pour mon entreprise pendant 4-5 ans et elle l'a mis sur pied parce qu'elle est arrivée à la fin de la route des mille histoires. Donc, tous les débuts là, de Jimmy Doucette production qu'on a appelé, là, ce moment-là, là, les débuts de la route des légendes, ça va devenir la route des légendes. Elle a été hyper importante là-dedans. Là, puis elle était jeune, là. Puis tu sais, bon, là, maintenant, on comprend, là, elle a à peu près tous les plus gros jobs que tu peux avoir à les autres. Donc, oui, ça a été vraiment, là... Puis ça va recommencer. Paramount recommence aussitôt qu'on va pouvoir. Qu'on va pouvoir. Ouais. Ça m'amène à ma dernière question. Il nous reste à peu près 4 minutes. Oui. Jimmy, toi, là, tu arrives avec, à un moment donné, tout ça est là, et là, on te propose de faire la mise en scène de La Fabuleuse. Oui. J'ai plusieurs questions en lien de ça. Premièrement, tu fais comme, ben non, ça se peut pas, j'imagine. Là. Deuxièmement, tu fais, là, je vais mettre en scène un texte que j'ai pas écrit, ce qui n'est pas arrivé souvent. Et finalement, on te gâche un peu ton party avec un virus, une pandémie mondiale. Parle-nous de ça, de qu'est-ce qui s'en vient pour toi là, dans les prochaines années. Oui. Bon, ben quand on m'a appelé pour La Fabuleuse, là, tu sais, ma première réaction, ça a été oui, je pense que je pourrais faire ça. Là, après ça, là, c'était un pensez-y bien parce que tu dis... C'est gros, là. Oui. Tu te dis, là, je vais être obligé de laisser tomber tout ce que j'ai monté, tu sais. Moi, mon trip, c'est que ma vie évolue à un rythme lent, mais sûrement, puis que c'est trippant, puis que tout continue d'avancer. Et là, tout à coup, on m'offre quelque chose de gros. Puis les gros projets, on m'en a déjà offert avant, puis j'ai toujours dit non. Mais La Fabuleuse, ce qui a penché dans la balance, c'est que c'est comme ce que je fais, mais en version ben trop grosse. Puis... c'est le plus gros projet citoyen que le Québec aura probablement jamais connu. Ce sont des centaines de personnes qui se sont impliquées pour mettre sur pied un projet qui, finalement, maintenant a 33 ans. C'est gros, là. Fait que là, ben, tu sais, finalement, j'ai fait OK, ouais. Mais tu sais, mon entente avec eux autres, c'est je vous assure d'être là quelques années, mais c'est pas sûr que je vais rester. Tu ne veux pas passer ta vie là. Mais tu as le goût de faire partie de la... Oui, puis tu sais, j'ai vu qu'est-ce qui pouvait être créatif là-dedans. Tu sais, parce qu'on me demande quand même d'ajouter des nouveaux tableaux. Fait que j'ai comme vu un peu qu'il va y avoir de moi qui va apparaître là-dedans avec les années. Fait que j'ai comme fait, OK, je leur ai promis d'être là un nombre d'années X, puis de ne pas les laisser tomber, là, parce que, tu sais, à chaque fois qu'un metteur en scène part de là, écoute, c'est une machine immense. C'est gros, c'est gros.
Donc, tu peux pas arriver là et dire, on va faire 1 an, puis on verra. J'ai dit, écoutez, c'est sûr que je vais rester quelques années. Là. Puis il y a tout ce qui a été fait avant que tu arrives aussi. Là. Il faut que tu composes avec ça. Il faut que je comprenne tout, puis ça a été 1 an d'apprentissage. Au bout de cette année-là, on arrive pour commencer. Je fais 2 répètes, puis on m'apprend qu'il y a une pandémie mondiale, puis que je peux pas continuer. Mais moi, je suis quelqu'un de très patient et de très philosophe. Donc, pour moi, là, je ne suis pas pressé que ça décolle. Dans le sens que j'étais prêt, là, mais là, ça ne décollera pas. Je n'ai pas vécu quelque chose de grave. Et le plus important là-dedans, c'est que Diffusion Saguenay, Isabelle Gagnon, étant à la tête de cet organisme-là, a dit, écoute, nous, il ne faut pas qu'on te perde. Tu vas préparer le futur de la Fabuleuse. Fait que tu ne perds pas ton emploi. Écoute, moi, dans la vie, là, on ne m'a jamais payé pour que je prépare des affaires à long terme. On m'a Écoute, ça a tout le temps été, comme on comparait tantôt avec l'impro, go, on le fait, pas le temps d'y penser, on y pensera une fois qu'on aura réussi à faire le gros de la patente. Fait que là, elle me dit, tu ne perds pas ton emploi, tu vas continuer à préparer la Fabuleuse pour toutes les prochaines années. Et là, finalement, on voit bien qu'on ne peut pas mettre du monde dans une salle à l'été 2021. Fait que là, on se dit déjà, l'année passée, en réunion, on fait « OK, il faut penser à quelque chose qui pourrait nous dépanner. » Et là, ton expérience, tu as le flash de l'aventure de nuit. C'est ça, exactement. Ouais. Parce qu'Isabelle, elle propose un projet, puis moi, je fais « Hey, attends un peu, viens de penser à de quoi? » J'ai fait des spectacles vraiment funky, moi. Fait que moi, t'en proposer un. Et là, je propose quelque chose qui ressemble beaucoup à l'aventure de nuit. Et là, ils ont dit, OK, on prend la chance, parce que c'est pas nécessairement de prendre une chance, parce que tout ça est préparé pour des années encore. Dans le sens que c'est pas que ça va remplacer la Fabuleuse, au contraire, c'est que ça va devenir un atout pour la Fabuleuse d'avoir des scènes mobiles qu'on peut amener où est-ce qu'on veut. On peut devenir ambassadeur de la Fabuleuse avec tout ça. Donc, il n'y aura rien de perdu là-dedans. On espère bien que ça pourra avoir lieu cet été. Mais... mis à part ça, là, le show, il est prêt. Après ça, là, au pire, l'argent qu'on a gardé pour le faire rouler, le show, ben, on l'apprendra pour le faire rouler un autre temps. Merci beaucoup, Jimmy Doucette, de ta franchise, de ta générosité, de ton amitié depuis maintenant plus de 30 ans. Oui, quand même. Merci. Je pense que ça va être agréable pour les gens d'écouter, de comprendre. Oui, bien, le créateur et l'auteur. En tout cas, il y en a quelques-uns que ça devrait les faire triper. Merci beaucoup. Merci.